Paul Biya avait promis non seulement la prospérité, mais aussi la démocratie au peuple camerounais. Zéro prospérité et pas de démocratie, mais plutôt aujourd'hui une dynastie, une monarchie, une autocratie où son fils, après lui, semble se positionner. Paul Biya portait cet espoir parce qu'on croyait qu'il y avait une rupture. Et lorsque dans les années 90, on a vu les partis politiques et particulièrement le SDF se mouvoir parce qu'il y avait ce vent de l'Est qui soufflait, on s'est dit, la démocratie est arrivée. Que non. Aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun a fait véritablement marche arrière. En 88, on pouvait encore voir le parti unique rafler tous les sièges à l'Assemblée nationale. On pouvait voir Paul Biya faire le trop-plein à l'élection présidentielle. Mais avec le multipartisme, d'autres partis sont arrivés comme le SDF, comme l'UNDP, sans pour autant oublier l'UPC. À l'élection de 92, il faut se dire que le parti au pouvoir, dans le RDPC, n'avait obtenu que 88% au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui signifie que, normalement, c'est l'opposition qui devrait gouverner. Mais en un tour de magie, parce qu'il a compris qu'il fallait cultiver une seule chose qui marche aujourd'hui, la corruption, les opposants ont retourné leur veste et ont rejoint son camp. Et progressivement, l'opposition a été avalée. Il est venu avec une autre structure budgétivore, appelée le Sénat. Pour l'élection de 2013, le parti au pouvoir avait 56 sénateurs sur 70. Et puis, en 2008, le parti au pouvoir était déjà monté d'un cran en atteignant presque déjà 56, 64. 64. 2023, 70 sénateurs sur 70. Il n'y a donc plus d'opposition. C'est terminé. On attend maintenant que Paul Biya, selon ses lois, décrète qui va nommer au Sénat. Et comme d'habitude, il a son piège à trappe-nigo, ou plutôt son piège de souris. Malfamé, de la même façon qu'il prenait les Issa Kioma ou encore les Belo Bouba Maïgari, et qui sais-je encore, puisqu'ils sont tellement nombreux, Paul Biya aujourd'hui, avec ceux qui sont autour de lui, ont décidé de récupérer quelques affamés de l'opposition et les concertations ont bel et bien commencé. Parmi ces concertations, bien évidemment, il y a ceux-là qui nous disent que la jeunesse, c'est le changement. Mais ils sont prêts à aller à la mangeoire.
De la même façon, ils sont partis au niveau du Parlement et ils ont dit que c'est là-bas où ça se passe. Le PCRN n'a donc rien changé et le PCRN de Cabral Libye est bel et bien prêt à prendre ne serait-ce qu'un siège de sénateur. Oui, les négociations se font et d'ailleurs ils n'ont pas attendu, c'est eux-mêmes qui ont fait des propositions tendant le pied ou plutôt tendant la main que mettez-nous quelque chose. De l'autre côté, l'UNDP également, et qui est en train de se morfondre, de fondre comme neige au soleil, et qui, le grand parti qu'il était, se réduit seulement aujourd'hui à Bello Bouba Maïgari et compagnie, ou quelques amis, veut aussi avoir sa part de gâteau. Et de l'autre côté, celui qui croit qu'il est toujours important, alors que nous ne sommes plus en 92, parce qu'à force de dîner avec le diable, il a fini par se faire mordre les doigts, le bras, bref, tout son corps, de telle sorte qu'il n'existe plus avec son SDF. Foundi est donc en train de se proposer comme sénateur mieux, et il voudrait être président du Sénat. Foundi, président du Sénat? Déjà, voilà un individu qui a trahi son propre peuple. Le peuple qui revendique jusqu'à présent le partage du gâteau. Lui, à l'époque, il y avait le vice-président qui devait toujours être un anglophone, de toutes les façons, selon les règles qui étaient prescrites dans la fédération, mais que malheureusement Paul Biya a enlevé, de telle sorte qu'il a préféré plutôt utiliser un premier ministre anglophone qui, en fait, est un valet, un faire-valoir, un épouvantail, que les autres ministres d'ailleurs piétinent et ridiculisent. Aujourd'hui donc, au niveau du Sénat, Paul Biya voudrait répartir certaines tâches parce que, bien évidemment, il a aussi voulu grignoter auprès du MRC, auprès de 2 conseillers de Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto a rejeté l'offre. Ces 2 conseillers ont refusé. S'ils voudraient, ils vont se prononcer. Mais pour l'instant, ils n'ont pas accepté ces postes proposés par le RDPC. Et tout ceci est juste une préparation de ce qui devrait donc se passer, à savoir que, eh bien, je vous ai offert des postes de sénateur, je vous ai offert quelques marchés, et vous, que me donnez-vous? Vous allez donc soutenir mon fils, Franck Biya. Le scénario est clair et le RDPC pourra donc adouber rapidement Franck Biya, devenu entre-temps le super conseiller de Paul Biya, qui de plus en plus a déjà une carrure internationale, lui dont personne n'a jamais entendu la voix, mais qui se crée une voix grâce à son père qui lui tient la main et qui montre à tous ceux qui sont à côté de lui que c'est lui. Mais comme en géopolitique, on ne présente pas tout simplement son contrepartie, Paul Biya a donc décidé d'acheter la place de Franck Biya à l'international pour avoir une certaine protection auprès de certaines puissances. C'est pour cela que, aujourd'hui, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce que le monde veut? Eh bien, c'est les ressources minières. Puisque le Cameroun est une zone, aujourd'hui,
qui est considéré comme un véritable paradis minier. C'est-à-dire que, en marge du sommet de la SMAC, Paul Biya, chef d'État du Cameroun, a signé un accord avec le président équato-guinéen Obiangema Mbazogo, c'était le 15 mars. Cet accord était minier. Et cet accord portait sur une exploitation de 2 gisements gaziers, de 2 puits gaziers, autant pour moi, du Cameroun, mais plutôt en Guinée équatoriale. Donc Ekindé, au niveau du sud-ouest, et surtout Yolo. Personne n'en a parlé. Et pourtant, c'est une clé et c'est un moment historique du Cameroun qui s'est joué. Parce que lorsqu'on regarde ce que Paul Biya venait de faire, on peut trembler. Vous vous rendez compte que ces puits gaziers représentent une richesse énormissime pour le Cameroun, pour son avenir. Mais ces puits gaziers ont été offerts à la Guinée équatoriale, aux États-Unis et à la Russie. La Russie qui est représentée par Lukoil et les États-Unis représentés par Chevron. Et l'exploitation se fait où? En Guinée équatoriale, dans un hub gazier. Ce n'est pas au Cameroun. Donc, on prend le pétrole brut du Cameroun, on part avec ça en Guinée équatoriale, on crée les emplois en Guinée équatoriale, on le transforme en Guinée équatoriale, ce n'est plus au compte du Cameroun. C'est au compte des Américains, c'est au compte des Russes, c'est au compte de la Guinée équatoriale. Et c'est ça qui est grave. C'est un spécialiste, et d'ailleurs je vais saluer Maître Ntimban Mboma, qui a été peut-être le seul à relever ce problème qui était très très grave. Parce que les spécialistes, tous sont d'accord que rien que les puits gaziers de la frontière du Cameroun avec la Guinée équatoriale, lorsqu'on les exploite, si on pouvait les exploiter au Cameroun, qu'est-ce que ça devait rapporter? Non seulement on aurait créé 6 unités pétrochimiques, mais surtout, en traitant le gaz, on devait avoir des produits dérivés, l'ammoniac, l'hydrogène, le CC. Et d'ailleurs, rien que l'ammoniac, disent les spécialistes, ça devait rapporter au Cameroun entre 300 millions et 600 millions par jour. Au Cameroun. De surcroît, cela aurait permis à ces jeunes du Cameroun qui vont dans le désert, à ces jeunes du Cameroun qui s'exilent au Gabon et qui sont chassés là-bas, en Guinée équatoriale, d'avoir des emplois. Parce que ça devait créer des dizaines de milliers d'emplois. Et ça ne demandait rien du tout. Ça ne demandait rien du tout. Selon les spécialistes, l'exploitation de ces puits gaziers devait rapporter au Cameroun, au bas mot, par an, 12 000 milliards. C'est-à-dire plus du double du budget du Cameroun. Vous quittez avec ça. Vous partez donner à la petite Guinée équatoriale le gaz du Cameroun. Dans les eaux de la Guinée équatoriale, c'est là-bas où on va le traiter.
C'est là-bas où les Américains, les Russes et les autres, ils se beurrent avec la Guinée équatoriale. Regardez comment est la Guinée équatoriale déjà, rien qu'avec leur pétrole. Comment ils ont construit des routes, comment ils ont construit des universités, comment ils ont construit des hôpitaux, les hôtels. Mais regardez dans quel état le Cameroun se trouve. Et la Guinée équatoriale a fermé la frontière. Mais Paul Biya a signé. C'est pourquoi? C'est pour que les États-Unis ne vont jamais contester une succession de gré à gré, puisqu'ils ont déjà les retombées. Ah oui, on lui a vendu. Les Russes sont de l'autre côté. Et les Chinois, à Kribi. Vous voyez, le fer de la Lobé. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous enlevez juste un peu de terre comme ça là. Vous chargez dans les bateaux. Et c'est bon. Le fer de crédit de la Lobé, selon les estimations, si le Cameroun lui-même voulait l'exploiter, le Cameroun aurait dépensé en tout et pour tout 400 milliards pour en récolter 60 000 milliards. Mais Paul Biya a dit non. Exploitons pas ça. Donnons à la Chine. Parce que le Cameroun l'exploitait. Et comme il y a le port en eau profonde à Kribi, immédiatement vous mettez dans les bateaux et vous le vendez. Vous partez le vendre. Le parti des flammes a dit zéro. Nous, on ne voit pas comme ça. On préfère donner ça aux Chinois. Voilà notre fer. Mais on préfère mourir les Camerounais avec des rêves illusoires. En disant, oh, on va exploiter le fer de Mbalam. Mais le fer de Mbalam, au niveau de la frontière avec le Congo, comment on va faire pour pouvoir l'exploiter? Il faut construire déjà 700 km de route. Pas de route. Bitumé comme ça. Ferroviaire. On va trouver cet argent où? Si on ne parvient pas à construire en 40 ans 210 km d'autoroute entre Yaoundé et Douala, on va finir 700 km de route quand? Et vous dites qu'ils vont exploiter la bauxite qui est dans le septentrion. Là-bas aussi, il faut construire un chemin de fer. Certes, il y a déjà un chemin de fer grâce à Madouaïdio. Mais entre, par exemple, Zekaou, machin, tout ça, et Kribi, il faut encore un chemin de fer de 130 km. Et vous savez ce que le régime dit? Non, on a signé un contrat avec Bolloré. Bolloré qui n'a jamais construit 1 kilomètre de route depuis 1999. 1 kilomètre de voie ferroviaire depuis 1999 qu'il se beurre avec notre régime Vercam. Et on dit que c'est lui qui va construire maintenant. Vous vous rendez compte? Si on était dans un grand pays, si on était pas, on est dans un grand pays, mais si on avait des grands dirigeants, le Cameroun serait le pays le plus riche d'Afrique, voire l'un des plus riches du monde. Vous vous sentez, est-ce que vous vous rendez compte que la bauxite dont on parle là, rien que selon la Banque mondiale, c'est l'une des plus grandes réserves du monde. Et avec une qualité rare, puisque ça a 45% d'alumine.
C'est incroyable. Rien que ça, le Cameroun est en haut. Comme il dit souvent, comme le RDPC, c'est dans l'enfer. Mais ils n'ont rien fait. La Banque mondiale a engagé des études au Cameroun pour voir justement ce qu'on appelle les ressources minières. Entre 2014 et 2019, la Banque mondiale a découvert, avec des techniciens, des ingénieurs, que le Cameroun regorgeait de 300 sites miniers. C'est-à-dire qu'ils avaient étudié 18 000 échantillons. 300 sites miniers. Et ils disaient que ça ne représentait que 40% de leur exploration. Et s'ils continuaient, ils allaient peut-être trouver plus de 500 sites miniers au Cameroun. Mais qu'est-ce que le régime Biya fait? On donne les permis d'exploration là, et à gauche et à droite, qui n'aboutissent nulle part. Aujourd'hui, c'est à Franck Biya qu'on veut laisser ce pays-là. Un type qui a pillé les forêts à l'est, sans laisser même un puits, même une salle de classe, et de l'or. Comment se peut-il que l'Est soit la région la plus pauvre du Cameroun, alors que l'Est est plutôt la région la plus riche du Cameroun sur le plan minier? Parce que vous y trouvez de l'or, du zinc, sans pour autant même oublier du diamant, de l'uranium et autre chose, ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares sont actuellement convoitées par les États-Unis et par toutes les grandes puissances. Ça ne se trouve pas n'importe où. Le Cameroun, c'est un paradis. Mais comme on a des gens incompétents, voilà comment est-ce que nous mourons de pauvreté dans un vrai paradis où on préfère donner à la petite Guinée équatoriale notre gaz. Non. À cette allure-là, Paul Biya, dans cette optique, s'est dit que la Chine va laisser Franck Biya parce que la Chine a des intérêts au Cameroun. Et oui, les États-Unis, la France et toutes les autres puissances, y compris la Russie. Non, il a très bien partagé le Cameroun. Regardez à quel moment il vient faire ça. C'est quand il sent qu'il est beaucoup plus proche de la mort que de la vie, qu'il dit je passe à la braderie et je laisse mon fils en sécurité pour que le Cameroun soit colonisé par des puissances étrangères. Et vous allez voir des cancres qui passent le temps à dire que voilà un grand panafricaniste. J'ai même vu une femme là qu'on applaudit souvent parce qu'elle dit Russie, Russie, Russie. Elle dit quoi là. Elle s'assoit là. Oh, Madame Scotty. Oh, elle vient dire que Paul Biya est un grand panafricaniste. Quelqu'un qui vend son pays est panafricaniste. Qui vend l'avenir de ses enfants alors que nous sommes déjà endettés à plus de 15 000 milliards. Les impôts ont augmenté. Si on donnait le Cameroun à Kadhafi, Kadhafi a transformé un désert en paradis. Paul Biya transforme un paradis en enfer. C'est incroyable. C'est
Et dans tout ça, à côté, certains sont prêts à se réfugier à côté parce qu'ils se disent que nous allons suivre les mêmes modèles. En Guinée équatoriale, c'est bon, c'est déjà acquis. Puisque de l'autre côté, là-bas, ce sera le fils d'Obiangema. Au Tchad, c'est bon, puisque c'est le fils d'Idriss Déby. Au Gabon, c'est très bon, puisque c'est le fils d'Omar Bongo. Et aussi là-bas, parce qu'on a cette relation ethnique entre les femmes, on se dit que Bongo sera un grand appui pour Franck. Et c'est là aussi très important. Parce que vous savez, quand Bongo est arrivé au pouvoir, les Gabonais se sont révoltés. Les Français ont eu certes à intervenir. Mais on ne pouvait pas envoyer les Blancs parce que les Gabonais n'allaient pas comprendre. Surtout au temps où il y avait les téléphones. Ce n'est plus comme au temps des mercenaires où on venait avec des Blancs dans un pays comme ça, ils pouvaient faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on utilise des Noirs, mais des pays voisins qui vont agir dans un autre pays comme des mercenaires. D'ailleurs, pour que Ali Bongo lui-même soit installé au Gabon, au moment où l'opposition était en train de dénoncer, au moment où le peuple était dans la rue, qui est intervenu? C'était Paul Biya. Vous savez comment? Par le truchement de la France. Parce qu'en 2008, la France était au courant que Omar Bongo est déjà très malade, il va partir bientôt. On a averti à Paul Biya qu'il faut mettre ton homme de main là-bas et nous allons passer par là. C'est pour ça qu'un Vondayolo, qui n'est pas diplomate et qui n'a en tout pour tout comme carte de visite que oui, je suis le neveu de Biya. C'est pour ça qu'il est nommé ambassadeur au Gabon. Lorsque la crise éclate entre André Obama et Ali Bongo pour disputer le pouvoir, André Obama va se réfugier où? À l'ambassade du Cameroun. Et d'ailleurs, il sera exfiltré vers Yaoundé. Je ne veux pas parler de l'empoisonnement qu'il a eu. Mais Bondayolo, il faudrait nous dire comment est-ce que ce monsieur, cet opposant, a été empoisonné et finalement est venu mourir au CHU. Passons. Mais il faut savoir que pendant qu'on était en train de l'exfiltrer, on était justement aussi en train de mater les Gabonais. Et qui les matait? C'était l'Obir. C'est-à-dire que la France avait sous-traité avec Paul Biya pour envoyer l'Obir au Gabon. Et c'est l'Obir qui était en train de matraquer les autres parce que l'armée gabonaise ne pouvait... L'Obir, c'est l'Obir qui a agi. Le Gabon d'ailleurs était sous embargo des armes. Les armes qui allaient au Gabon passaient par le port de Douala. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir un certain nombre de schémas, on se rend donc compte que si Paul Biya a permis à Ali Bongo de s'installer et qu'Ali Bongo aujourd'hui n'a plus d'opposants, au moment où lui aussi veut mettre son enfant, il faut bien que Ali Bongo lui rende la pièce de la monnaie. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le Gabon. Et il y a aussi d'autres petits pays, comme j'ai dit, qui seront prêts à intervenir. Cependant, je devrais m'adresser au président de la République, M. Paul Biya.
Si vous aimez votre enfant, ne le jetez pas dans la gueule du loup. Si vous aimez votre enfant, sachez que ni le Gabon, ni le Tchad, ni la Guinée équatoriale, ni la France, ni les États-Unis ne pourront se dresser devant le peuple camerounais. Ce peuple, rappelez-vous de l'histoire, s'est battu contre l'empire colonial français. Beaucoup sont tombés. Ils n'avaient pas l'expérience. Mais aujourd'hui, ils ont une expérience. Parce qu'ils ont vu l'exemple qui vient du nord-ouest et du sud-ouest. Les anglophones attendent ton fils, votre fils plutôt, Monsieur le Président, au couloir. Les anglophones ont déjà pris les armes et ne pourront pas accepter une succession dynastique. Si déjà vous n'avez pas réussi à les vaincre, c'est votre fils qui y parviendra. Les nordistes vous regardent et ils ont vu comment est-ce que vous les avez matraqués. Ils se sont calmés en disant que leur tour arrive. Et sachez-le, ce n'est pas les Bouba Maïkari qui rient à côté de vous là, ou les Issa Chiroma qui vont vous soutenir. Ce sont des hypocrites. Aujourd'hui, il y a des associations Peul qui font des réunions. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que votre fils avait été empoisonné lorsqu'il avait fait la réunion, enfin la tournée. Vous avez vu que j'ai eu à lui sauver la vie. Tout autour là, ces pays-là qui entourent le Cameroun, et il y a plein qui ont des relations avec le Grand Nord. Si le Grand Nord a été longtemps soumis à vous, il ne sera pas soumis à Franck Biya. Si beaucoup de Bamileke à l'ouest se sont inclinés devant vous pour que leurs affaires puissent fructifier, sachez que avec de l'argent qu'ils ont aussi, et surtout, voyant l'équilibre régional qui n'est pas respecté, avec certaines tribus qui sont toujours dans des postes stratégiques, ils vont se révolter. Le pire qui vous écoute aujourd'hui, l'armée de l'air qui vous obéit, la gendarmerie qui vous obéit, la police qui obéit à Mbargangele à vous, vont retourner les armes contre Franck Biya. Et là, non seulement il sera retrouvé comme un petit cadavre de chiot, baladé dans les rues de Yaoundé et Douala, mais en même temps, votre épouse qui est encore jeune, elle va se barrer si elle a de la chance. Sinon, ce sera emprisonnement à vie. Tout sera saisi. Mais si vous acceptez que après vous, il y a la démo, qui est la démocratie, acceptez aujourd'hui que vos élections ne valent rien avec les alternats, Clément. Que votre Sénat ne vaut rien. Que votre Assemblée ne représente pas les Camerounais. Que votre gouvernement est un gouvernement de faussaires. Il faut remettre tout à terre et voir maintenant comment laisser
un nouveau code électoral, dissoudre les camps, appeler les opposants et tous les fils de la nation au lieu de dire que tel ne devrait pas avoir le passeport et ceci et cela. Ça va se retourner contre vous. Laissez au moins quelque chose parce que sur le plan économique, vous avez échoué. Sur le plan social, vous avez échoué. Et la seule chose qui vous reste, c'est au moins de montrer que vous pouvez laisser un Cameroun qui va repenser ses blessures, où on peut s'asseoir sur la même table, parler, discuter, faire une conférence, une assise de réconciliation nationale pour qu'on puisse encore aller ensemble. Mais si vous croyez que les ressources minières que vous avez déjà bradées, vos amis qui sont là aujourd'hui et qui font semblant d'être avec vous, ces chefs d'État, lorsque vous allez fermer les yeux, personne ne vous écoutera plus. Et vous auriez laissé vos enfants dans la rue, jetés à la vindicte populaire, dans un pays où vous avez tué la justice pour nourrir les injustices, la criminalité, les assassinats politiques.